Il faut détruire le capitalisme. C'est le message que Jean Ziegler adresse à sa petite fille. Jean Ziegler est avec nous dans un instant. À tout de suite et beau samedi. De 10h à 11h. Le samedi. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Sur la première. Pascal Claude. J'espère que vous passez un beau début de week-end avec nous. Nous retrouvons la romancière Ariane Lefort avec nos débatteurs dans un bon quart d'heure. Avant cela, c'est Jean Ziegler que nous accueillons. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes sociologue, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et vous avez été le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation entre 2000 et 2008 et vous venez d'écrire un petit livre destiné aux plus jeunes et qui a pour titre Le capitalisme. Au camp des ennemis du capitalisme, ouvrez la parenthèse en espérant qu'elle enverra à la fin fermer la parenthèse. Dans cet essai, Jean Ziegler, vous dialoguez avec une petite fille qui a pour prénom Zora. Vous lui dites sans détour que vous appartenez au camp des ennemis du capitalisme et vers le capitalisme ne peut être réformé, il faut le détruire. Voici ma première question. Pourquoi est-ce qu'une réforme du capitalisme, ça n'est pas utopie, vous semble impossible, vous semble non souhaitable, Jean Ziegler? Répondez sans hésiter. Impossible en tout cas, votre question est évidemment tout à fait juste, mais le capitalisme doit être détruit avant qu'il nous détruise et qu'il détruise la planète, ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Pourquoi détruire et pas réformer, améliorer, combattre les excès, etc. Parce que le système d'oppression, comme cet ordre cannibale du monde, que les oligarchies du capital financier transnational nous ont imposent aujourd'hui, avec des millions de gens qui meurent de faim et d'autres qui sont infiniment riches, en petite minorité infiniment riche, un système d'oppression, l'histoire nous l'apprend, peut pas être amélioré ou réformé. Je vous donne des exemples. L'esclavage, qui a déporté plus de 48 millions d'êtres humains, réduisant ces êtres humains en esclavage, l'esclavage comme système d'oppression pouvait pas être réformé, devait être détruit, disparaître, ce qui fut fait. Le système colonial, la même chose. Le système colonial ne pouvait pas créer des misères effroyables à travers la planète et la richesse de quelques-uns dans les métropoles. Eh bien, le système colonial, ou bien il a indépendance, liberté, souveraineté des peuples dominés, colonisés, ou bien le système d'oppression reste en place. Le colonialisme ne pouvait pas être un tout petit peu amélioré, humanisé, etc. Pas possible. Même chose pour le capitalisme. On ne peut pas, d'aucune façon, améliorer, réformer le capitalisme, il faut le détruire. Le capitalisme, Jean Ziegler, n'a rien amené de positif. Que dites-vous, par exemple, des progrès effectués en matière de santé ou encore au niveau du développement technologique? Ça n'est pas à saluer, ça, Jean Ziegler? Non, bien sûr, non, là vous avez tort. Enfin, je ne dis pas dans mon livre qu'il n'a rien apporté. Le paradoxe qu'il s'agit de comprendre, enfin, vous avez tout à fait compris, c'est que ce mode de production capitaliste est d'une créativité, d'une inventivité, d'un dynamisme comme jamais un autre mode de production précédent. Mais ce qui ne va pas, c'est l'ordre social qui est né de ce mode de production. Ce qui ne va pas, c'est que, je prends un exemple, 85, c'est Oxfam, c'est pas les Nations Unies. Les 85 milliardaires les plus riches de la Terre, l'année dernière, ont contrôlé autant de valeur patrimoniale, c'est-à-dire autant de fortune, que 4,7 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et non seulement ça, les riches deviennent très très rapidement plus riches. Entre 2016 et 2017, selon Oxfam, les 85 milliardaires ont vu leur revenu augmenter de 41%. Les 4,7 milliards d'êtres humains les plus pauvres de l'humanité ont vu des pertes de revenus de 28,3%. Donc, la faim dans le monde. Tous les 5 secondes, un enfant dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates sur cette planète. Et le même World Food Report de la FAO, de l'Organisation spécialisée des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui donne le chiffre des victimes, qui n'est contesté par absolument personne, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, de ses forces de production, aujourd'hui, l'agriculture mondiale pourrait nourrir sans problème, normalement, 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7,3 sur Terre, donc presque le double de l'humanité pourrait être nourrie normalement si l'accès à la nourriture, pouvoir d'achat, etc., était garanti
pour tous. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous discutons, est assassiné. Il n'a plus aucune quelconque fatalité. Il a eu, par les siècles passés, aujourd'hui plus. La faim est faite de main d'homme, c'est le massacre absurde, totalement intolérable sur une planète qui déborde de richesses, qui se déroule d'ailleurs dans une normalité glacée, au su et au bout de tous les jours et toutes les nuits. Ce qui nous sépare des victimes, c'est uniquement le hasard de la naissance. Ça pourrait être votre enfant, votre femme, vous-même, qui mourrait maintenant de faim si vous étiez en Somalie, au Sud-Soudan, en Yémen, sous les bombes, etc., etc. Ce qui nous sépare des victimes, c'est le hasard de la naissance. La faim, par c'est exemple, évidemment scandaleux, Jean Ziegler. Mais pourquoi est-ce que personne ne proteste vraiment contre les crimes, comme vous le dites, les crimes commis par les capitalistes? Et ça, c'est aussi une question d'ailleurs que vous pose Zora à un moment dans le livre. Et vous répondez, d'abord, je crois que personne n'ose vraiment penser le monde tel qu'il est. Pourquoi fermons-nous les yeux, Jean Ziegler? Bien, un des aspects de cette dictature mondiale des oligarchies, du capital financier globalisé exercé sur l'humanité entière, sur les États les plus puissants du monde, une des victoires les plus éclatantes, c'est évidemment l'aliénation que cette oligarchie nous impose à travers cette idéologie absurde, obscurantiste, pour prendre un terme de Pierre Bourdieu, obscurantiste, qui est ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui dit désormais ce n'est plus l'homme, c'est pas la lutte des classes, etc., qui font l'histoire, ce sont les forces du marché. Il y a une seule instance régulatrice du monde, installée au monde, qui est le marché mondial, la main invisible du marché mondial, qui alloue les ressources, qui distribue les biens, etc. Les forces du marché qui font l'histoire obéissent exclusivement à des lois naturelles, comme les mouvements des astres, comme les champs magnétiques qui occupent l'univers, etc. Les lois naturelles. Et tout ce que l'homme peut faire, c'est de se conformer à ces forces du marché, à cette logique naturelle de ce qui impose le marché. C'est de se fonctionnaliser en fonction de ce marché, non pas de ces idées du bien commun, de ces utopies, de ce désir profond de justice qui porte en lui. Alors que la conscience originelle de l'homme, Zora, c'est ma petite fille, c'est avec elle que je débat. Zora, la petite, qui est une merveille, comme tous les grands-pères, je suis évidemment totalement gâteux, totalement gâteux. Ben, c'est cette petite merveille de petits choux. Cette Zora, quand elle est arrivée sur Terre, le premier moment qu'elle a touché cette planète, qu'elle est arrivée sur Terre, elle avait en elle, constitutivement, la conscience de l'identité. C'est ça qui est l'essence originelle de la conscience humaine. Si un chien voit un autre chien battu, rien ne se passe. Si un homme, quelle que soit son affiliation philosophique, religieuse, son origine ethnique, son âge, etc., voit un enfant martyrisé devant ses yeux, quelque chose en lui s'effondre. L'homme est le seul être sur Terre qui a une conscience d'identité. Moi, je suis l'autre et moi. Et cette conscience d'identité qui, normalement, doit conduire tout à fait mécaniquement et immédiatement à une pratique de solidarité, de réciprocité, de complémentarité, est aujourd'hui bétonnée, recouvert par cette folie obscurantiste et néolibérale. La victoire des oligarchies, c'est de nous faire croire que nous sommes impuissants. Or, la Belgique est une vivante démocratie. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Il n'y a pas. Vous pouvez prendre n'importe lequel, je reviens à la fin, des mécanismes meurtriers de la faim, la spéculation boursière sur les aliments de base, la dette extérieure imposée aux pays les plus pauvres, le dumping agricole sur les marchés africains pratiqué par l'Union européenne. N'importe lequel de ces mécanismes meurtriers peut être brisé par les moyens, les armes constitutionnelles, démocratiques, pacifiques que nous avons, nous, en Belgique, en Europe occidentale, en général. Nous avons qu'à nous baisser, prendre ces armes et exiger que le gouvernement interdise la spéculation boursière sur les aliments de base, sur le riz, le blé et le maïs, mettre fin au dumping agricole vers l'Afrique qui détruit. Des 54 pays africains, 37 sont des purs pays agricoles, détruit l'agriculture africaine, libère
les pays les plus pauvres du carreau de la dette pour qu'ils aient enfin les moyens d'investir dans leur agriculture, dans l'autonomie agricole, nous pouvons l'obtenir. Aucun ministre des Finances, aucun Premier ministre, ni de Belgique, ni de France, ni d'Allemagne, ni de Suisse, etc., est tombé du ciel. Tous sont là par délégation révocable du peuple souverain. Vous m'aviez tenu exactement le même discours la dernière fois qu'on s'est parlé, Jean Ziegler. Depuis, rien n'a été fait. Non, vous êtes injuste. Je m'excuse. Je suis un peu impoli là, mais enfin, Allez-y. il me semble que vous êtes injuste. Le Che Guevara a dit « Les murs les plus puissants tombent par des fissures ». Et Karl Marx écrit à son ami Joseph Edelmayer « Le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe ». Eh bien, depuis notre dernière rencontre, des fissures sont apparues plus vastes, se multiplient. L'herbe pousse. Regardez, je parle depuis Paris, vous m'interrogez depuis Bruxelles. Regardez ce formidable mouvement des cheminots en grève. En France maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une grève pour des avantages quantitatifs, augmentation des congés ou du salaire, etc. Tout tourne autour du statut. Macron croyait être malin. Il a dit aux 341 000 cheminots de la SNCF, je touche pas à votre statut particulier de cheminot. Mais à partir du 1er janvier 2020, ceux qui viennent après vous n'auront plus de statut. Ça sera la précarité, le contrat de droit privé, etc. etc. Et que font ces cheminots qui ne risquent rien finalement, puisqu'ils ont leur statut là? Ils disent non, on n'accepte pas. La solidarité transgénérationnelle. Et ça, c'est magnifique. Et ça c'est une lutte contre le capitalisme? Mais bien sûr, mais non, c'est un signe, un de ces signes multiples que le mur de l'oppression est en train de se fissurer. Et quand je dis à la fin, quand ma petite fille, qui est très intelligente, me pose la question, mais comment détruire ce capitalisme? Je dis, nous portons, nous, l'utopie, la volonté du tout autre, c'est-à-dire d'un monde de bonheur, d'être assuré de survie, de matériel convenable, d'humanité pour tous les hommes. Et cette utopie, elle est facilement identifiable parce que c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cet article dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Ça, c'est la conscience de l'identité. Et cette conscience de l'identité, un jour, va se concrétiser dans une insurrection. L'histoire des révolutions passées nous apprend que ces moments viennent. C'est la liberté libérée dans l'homme qui fera le monde nouveau. C'est un grand mystère. On ne sait pas par quelle institution, on ne sait pas qui seront mis au monde, par le contrat social. Ce monde nouveau viendra, se concrétisera parmi les hommes sur cette planète. On ne l'a jamais su tant. C'est le processus révolutionnaire et le processus sociétal probablement le plus mystérieux qu'on puisse imaginer. Mais il a lieu. Une seule chose que je sais, personnellement, comme une sorte d'évidence, et là on sort évidemment de l'analyse sociologique, mais je l'exprime dans le livre vers la fin, c'est ce qu'a dit Jaurès, la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. L'émancipation de l'homme, son humanisation progressive est en route. J'ai encore une question à vous poser, Jean Ziegler. Qu'est-ce qui nous garantit que ce sera mieux après le capitalisme, si un jour il disparaît? Écoutez, vous posez vraiment des questions difficiles, mais je suis désolé. Non, c'est vrai. Difficile, mais non. Moi, je suis content que vous ayez lu le livre d'un œil aussi critique comme vous l'avez fait. C'est vrai que tout peut rater à n'importe quel moment. Si vous regardez la politique européenne aujourd'hui, la xénophobie, l'antisémitisme, tous ces saletés qu'on croyait vaincus une fois pour toutes, ou l'islamophobie, apparaissent de nouveau, se normalisent, on pignon sur rue. Les vieux marxistes allemands, par exemple, Adorno et Horkheimer, les sociologues de l'école de Francfort, ont parlé de l'éclipse de la raison. Le nazisme pour eux, dans un pays archi-cultivé, l'Allemagne des années 30, est une éclipse de la raison.
comme une éclipse du soleil, la raison tout à coup peut se voiler, peut disparaître comme force créatrice de réalité sociale, l'éclipse de la raison. Ça peut se produire demain matin, c'est vrai, c'est possible, parce que ça s'est fait dans l'histoire, et ça peut se reproduire. Mais c'est un risque à prendre. Ce qui est certain que le mode de production capitaliste nous mène à la catastrophe totale. Le capitalisme qui donne le cancer, qui détruit les forêts, qui détruit le climat, qui détruit les nappes phréatiques et qui détruit surtout les hommes par la faim, par les épidémies et par le désespoir d'un destin complètement bloqué. Et tout ça, nous pouvons briser, mettre l'humanité en marche. L'insurrection des consciences, à mon avis, est proche. Je dis ça subjectivement, évidemment. Est proche, on le sent que les gens sont inquiets. J'ai fait beaucoup de débats pour ce livre-là. Souvent, beaucoup de jeunes sont dans la salle. On sent l'inquiétude, la volonté du changement radical. Tout ce qu'il faut, c'est l'étincelle. Jean Ziegler, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin. C'est le titre de votre nouvel essai. Merci à vous. Bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end à vous.